Mme Boutin a une question sur la France, parce qu'on revient en France. Mme Boutin a une question sur la France à M. Ramadan. Oui, parce que je vous ai entendu tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt sur le problème de la conciliation religion musulmane et démocratie. Je pense qu'une des grandes questions qui se posent dans notre pays, à la fois pour la christianophobie que l'islamophobie, c'est l'impossibilité qu'il y aurait entre la démocratie et la religion musulmane. Moi, je pense que... Ça marche pas, ça colle pas. Je pense que beaucoup pensent que ça ne marche pas. Moi, personnellement, je crois qu'il y a beaucoup de musulmans en France, en tous les cas, qui vivent leur religion de façon tout à fait laïque et qui vivent leur religion parfaitement. Et il y a des amalgames qui sont beaucoup trop rapides. Mais il n'empêche que dans la pensée collective, il y a cette certitude ce n'est pas possible. Et donc, je voudrais que vous me développiez comment vous voyez la possibilité pour aider nos concitoyens à comprendre qu'on peut être musulman sans être et en étant démocrate. Écoutez, moi, je dirais aujourd'hui que si on regarde au-delà des perceptions que l'on a, parce que je pense que vous avez tout à fait résumé les perceptions, c'est-à-dire qu'on pense que l'islam, c'est antidémocratique parce que dans la majorité des sociétés arabes, mais pas les sociétés majoritairement musulmanes, parce qu'en Indonésie, parce qu'au Sénégal, parce qu'en Turquie, vous avez des processus démocratiques qui fonctionnent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des milliers de gens qui sont descendus dans la rue, qui demandent quoi? Arrêter la dictature, arrêter la corruption et donnez-nous notre dignité. Ces gens-là, par exemple. La Tunisie, l'Égypte, après ça peut être récupéré ou ça peut aller dans, comme ça, c'est le cas des militaires aujourd'hui en Égypte, mais les processus démocratiques ne sont en aucun cas en opposition. Et maintenant, simplement, laissez-moi ajouter une chose, c'est que si vous regardez des millions d'Européens de confession musulmane aujourd'hui, ils sont démocrates. Ils vivent avec leur temps, ils vivent avec l'état de droit et ils participent. Et ce que je demande partout et depuis 25 ans, c'est que nous devenions des citoyens, des sujets de notre histoire, non pas les objets de la perception des autres, mais que nous devenions des sujets de l'histoire. Vous dites qu'il semblerait que la loi laïque doit être encore plus laïque quand il s'agit des musulmans que quand il s'agit des chrétiens, des juifs ou des bouddhistes. Mais c'est exactement ce que vous... Non, mais c'est exactement ce que vous avez dit. Il faut être encore plus laïque. Non, mais parce que la perception est telle pour les musulmans qu'on pense qu'ils n'acceptent pas la laïcité, qu'il faudrait qu'ils en rajoutent. Et on va jusqu'à leur demander de faire plus que les autres. En fait, ils peuvent tout à fait accepter la loi laïque française si la loi laïque française est appliquée égalitairement pour tous les citoyens. Frédéric Lenoir, est-ce qu'on va parler beaucoup vous pensez de religion et de laïcité dans cette campagne présidentielle? Parce qu'avant, on pensait que laïcité, c'est un sujet plutôt consensuel et assez ringard, en fait. On n'allait pas remuer le vieux truc, etc. Et ben non, ça recommence. Claude Guéant vient de publier un recueil de textes sur la laïcité, fameux code de la laïcité, annoncé par l'UMP en avril dernier. Moi, je pense que ça dépend Frédéric, de Nicolas le Sarkozy. grand spécialiste. Mais oui, ça dépend de Nicolas Sarkozy, parce que c'est lui qui a réveillé depuis qu'il est président de la République toute cette question de la laïcité, qui était très consensuelle, vous le dites très justement. L'énorme majorité des catholiques français était très favorable à ce qui se passait, c'est-à-dire une séparation claire du politique et du religieux. La religion est plutôt dans l'espace privé, et donc on peut en débattre publiquement en opposant ses idées, c'est tout. Et ça fonctionnait bien. Et Nicolas Sarkozy a joué là-dessus en disant, je pense pour des raisons électorales, dans un premier temps pour récupérer un électorat chrétien, il a dit il faut une laïcité plus positive. La fameuse laïcité positive. Voilà, quand il était à la il y aurait donc une laïcité négative. Voilà, mais sous-entendu, il faut qu'on parle plus favorablement des religions, il faut qu'elles aient plus de place dans l'espace public et tout. Ça a suscité beaucoup de peur, de manière assez compréhensible. Donc là-dessus, il en est revenu, et après, c'est par rapport à l'islam qu'il s'est beaucoup attaqué. Ce dont a parlé Mme Boutin. Pour faire un discours qui récupérait cette fois les voix plutôt de l'extrême droite. Donc il cherche tout le temps un électorat de soutien, et donc tout son débat sur l'islam est quand même tombé à l'eau. C'est-à-dire que même à l'UMP, il ne savait plus comment s'en sortir. Donc s'il a envie, s'il sent que dans la campagne présidentielle, il a envie au dernier moment de réactiver un potentiel de voix à droite ou plutôt dans l'extrême droite d'ailleurs, il va remettre ce débat-là. Mais je pense que c'est un piège. Peut-être que la candidature de Mme Boutin va sur un autre terrain. Je ne pense pas que ce soit sur le terrain de la laïcité, Mme Boutin. C'est sur le terrain des valeurs. C'est tout à fait autre chose. C'est vrai. La laïcité, moi, je la défends à plus que 100%. Donc, et c'est pas François Hollande qui va parler de cette question-là, parce que lui, là-dessus, il n'a absolument pas envie de toucher à quoi que ce soit sur l'action de la laïcité. Il y a quand même un phénomène, moi j'aimerais bien voir comment vous réagissez. Aujourd'hui, dans le Parisien, 2 pages sur le fait que la crise économique conduit les chefs d'entreprise à aller prier alors qu'ils ne le faisaient pas auparavant. Oui, j'ai entendu ça, ça me fait rire pendant des séminaires. Oui, alors je voudrais savoir comment que ce soit chrétien, les traders font des retraites spirituelles. Vous avez vu ça? Oui, ça m'a... Donc, moi je trouve ça très bien, je trouve ça normal, ça ne m'étonne pas, mais j'aimerais bien, puisqu'on a un beau plateau... Le séminaire que vous dirigez. Mais dites-moi, il n'y a plus personne qui défend la laïcité. Vous avez entendu ça? Il n'y a plus
personne qui défend la laïcité, à part Marine Le Pen, a déclaré Elisabeth Badinter. Dans le monde des religions. Dans le monde des religions. Voilà. On ne cite jamais assez le monde des religions, je le fais tout de suite. Mais c'est quand même extraordinaire. Il n'y a que Marine Le Pen qui défend la laïcité dans ce pays. J'exagère tout à fait. Je n'étais pas d'accord avec Elisabeth Badinter. Moi, je suis en opposition totale. Hein. Oui, j'aimerais dire une chose, parce que vous avez posé la question sur la laïcité. Je pense que ce n'est pas simplement Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui une tentative chez lui de récupérer des populistes et de l'extrême droite. Et que la laïcité, on n'en discute pas dans un absolu, on en discute avec 3 thèmes. Le premier thème, c'est l'insécurité. Le deuxième thème, c'est l'immigration. Et le troisième thème, c'est l'islam. Et que c'est pour ça que la laïcité réussit à toucher ces 3 choses ensemble. Elle condense tout ceci. Et là-dessus, Marine Le Pen, elle a compris ça. Elle a compris ceci. Ouais. Elle mène la danse. Et Nicolas Sarkozy, c'est ce que j'ai dit, il a 6 mois de retard sur elle, sur ce débat-là. Et il galope derrière ou quoi? Sur cette question-là, il galope en essayant de récupérer ses voix. Monsieur Prasquier, j'ai rencontré certains de vos amis, je ne les citerai pas parce que vous allez m'en vouloir, qui m'ont dit il y a pas mal de juifs qui vont voter Marine Le Pen. Vrai ou faux? Écoutez, moi je ne sais pas, en ce qui concerne Marine Le Pen... Vous savez pas, vous savez un peu. Non, je n'ai pas fait d'études sur le sujet, je ne peux pas en faire d'ailleurs. En ce qui concerne Marine Le Pen, je pense que j'ai été extrêmement clair depuis déjà très longtemps. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'être attaqué encore par Marine Le Pen, je crois, hier. Oui, elle n'a pas une affection sans borne pour ce que vous représentez. Écoutez, c'est partagé. Donc de ce elle a des militants juifs et elle dit, elle je sais pas quoi, elle fait un comité des Français juifs. Je ne sais pas. Elle vient de rencontrer l'ambassadeur à New York. On pourra en reparler, mais moi je voudrais revenir sur ce thème de la laïcité parce que c'est un thème qui m'importe. Parce que je crois que c'est un thème absolument crucial, fondateur. On sait c'est le 4e élément de notre triptyque, si je puis dire, et un thème absolument indispensable, je pense, pour le monde que nous avons devant nous et pour faire de ce monde quelque chose de vivable. Et de ce point de vue, moi je profite du fait que M. Ramadan est là, je profite du fait que nous sommes effectivement dans cette période de printemps arabe pour lui demander d'user de toutes ses capacités, de son influence et de ses capacités de persuasion pour rendre véritablement la laïcité en pays d'islam, la laïcité réalisable. Il paraît que c'est intraduisible. Alors il y a, je ne sais pas, mais moi je peux vous dire, la laïcité telle que je la conçois, et vous pourrez peut-être la critiquer. Pour moi, ce sont des faits précis. Par exemple, est-ce que dans un pays, une religion différente de la religion majoritaire, dans un pays musulman, est-ce que la religion chrétienne peut se développer? Est-ce que les églises peuvent être construites? Est-ce que les prêtres peuvent faire du prosélytisme? Oui ou non? Comment ça se passe en Arabie Saoudite? Comment ça se passe en Arabie Saoudite, monsieur Ramadan? Comment ça se passe en Arabie Saoudite? Deuxièmement, laissez-moi parler, je ne vous ai pas coupé, monsieur Ramadan. Mais laissez-moi répondre, vous me posez des questions. Non, mais ensuite vous me répondrez aux 3 parties, si vous voulez. Moi je mène le deuxième point, mais ça me paraît très important. Lorsque, dans la plupart des pays musulmans, peut-être pas tous, mais lorsque dans un pays, un copte par exemple, qui épouse une musulmane, c'est interdit pratiquement. Et il risque de lui arriver de très... Ça, c'est incompatible avec notre civilisation. 3e point, l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, quitter sa religion. Voilà. On a été musulman, on quitte l'islam. On a été chrétien, on quitte la chrétienté. Dans nos pays, c'est tout à fait normal. En pays d'islam, ça ne l'est pas, et on risque la mort lorsqu'on le fait. Voilà des vrais problèmes. Monsieur Pasquier, j'espère que vous lirez le livre et vous verrez combien... L'islam et le réveil arabe. Dans ce livre, je mets en évidence qu'il faut dépasser les polarisations entre les soi-disant laïcs et islamistes pour arriver à quelque chose qui est une vraie séparation des autorités religieuse et de l'autorité de l'État. Et ce processus-là, je le défends et je le défends depuis longtemps. Et donc, vous parlez de l'Arabie Saoudite, j'en suis interdit d'entrer depuis pratiquement 18 ans maintenant. Donc, vous prêchez à un converti de ce point de vue-là, si vous osez. Et donc, en l'occurrence, ça c'est un premier point. Sur la question de l'apostasie, vous auriez dû me lire, ça fait 25 ans que j'ai dit que ça n'était pas la seule position musulmane et qu'il y avait depuis le 8e siècle une position qui était ouverte sur ce point de vue-là et que je défendais, que j'ai défendu
perdu depuis ce temps-là. Donc l'idée qu'on puisse changer de religion. Le troisième des éléments, ce que vous avez mis en évidence, à savoir que dans les sociétés majoritairement musulmanes, pour les questions de mariage, moi je suis pour le fait qu'on laisse la liberté aux gens, donc vous devriez lire. Mais ce que j'aimerais, monsieur, c'est que ce que vous me demandez de dire à mes concitoyens de confession musulmane est de défendre partout. Ce qui a fait que pendant des années, j'étais interdit de Libye, de Tunisie, de tous les pays qui étaient des dictatures. Eh bien, ce que j'aimerais, c'est que vous disiez exactement la même chose pour tous les pays. Mais encore une fois, de la même façon. Parce que le problème que j'ai avec votre position reste toujours celui de la géométrie variable. Ce que vous avez dit sur la laïcité en France, j'aimerais l'entendre sur la laïcité en Israël. Le fait qu'aujourd'hui, un citoyen israélien de confession chrétienne ou de confession musulmane n'a pas les mêmes droits que le confession. Je crois que vous devriez faire. Vous le savez très bien. Je crois que vous devriez faire une visite en Israël, monsieur Ramadan. Attendez, vous savez très bien. Il y a des chrétiens qui sont tués en Israël quand même. Non, mais attendez. Parmi les Arabes chrétiens qui sont sous la répression des territoires occupés, vous savez très très bien que des chrétiens se plaignent du traitement qui est fait par la majorité juive en Israël. Et le fait de systématiquement rappeler le caractère juif de l'État d'Israël est discriminatoire à l'endroit des chrétiens comme des musulmans. Ce n'est pas une question... Monsieur non, mais je n'ai rien à dire. Moi, je n'ai pas constaté ça quand je suis allé en Israël. Non, mais ça ne se constate pas par une visite, c'est par des études. Mais on n'a pas les retours... Monsieur Ramadan, tous les pays musulmans ont dans leur constitution le fait qu'il s'agit d'un pays musulman. Personne ne le... Ou quasiment... Quasiment tous. Quasiment tous ne jouaient pas sur tous les mots. Presque tous. Presque tous. Presque tous. Et personne ne trouve cela anormal. Comment ça se fait, Monsieur Lenoir? Personne ne trouve ça normal. Simplement, en ce qui concerne le peuple juif. Monsieur Lenoir, spécialiste de Dieu. Comment ça se fait que les Tunisiens vivant en France, par exemple, ont voté à plus de 30% pour le parti islamiste France et Nada? Comment expliquer ce vote très rapidement? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une réponse à la crise sociale sous une autre forme? Est-ce que c'est un réflexe identitaire qui est une réponse, une réplique sismique au débat sur l'identité nationale en France? Comment vous sentez ça? Tout l'enjeu de ce qui se passe actuellement en Tunisie, c'est un enjeu qui dépasse largement la Tunisie, qui pour moi est capital. Oui. C'est d'un juste mariage entre islam et modernité. Et la Tunisie est le laboratoire de ce qui peut se passer dans ce que je pense qu'en vous ayant écoutez là, c'est ce que vous prônez aussi, c'est-à-dire une juste alliance dans laquelle on peut... le mot printemps arabe. Oui, mais dans laquelle on peut garder pour des musulmans une identité musulmane, ne pas la renier, ne pas en avoir honte. C'est ses racines, c'est sa culture, c'est son histoire. Et en même France qui ont voté Nada. Oui, mais justement, moi j'ai beaucoup d'amis tunisiens français. Ils disent on ne veut pas vivre exactement de la même manière qu'en France, en Tunisie. C'est-à-dire qu'en Tunisie, il y a des traditions, il y a des choses qu'on veut garder, on ne veut pas perdre notre identité, on n'est pas totalement occidentaux, on veut intégrer... On veut... Exactement. Mais c'est une chose. C'est-à-dire on veut garder une identité arabo-musulmane et en même temps apporter de la liberté individuelle, apporter de la respiration, apporter de la démocratie. Et ce mariage-là, il peut peut-être se faire en Tunisie. Donc moi, j'ai pas peur, entre guillemets, de la victoire de ce parti. On verra ce qu'il va faire. Peut-être que s'il y aura des lignes rouges, comme dit Juppé. Voilà, on verra. Les droits de l'homme, l'alternance démocratique, sur la place des femmes, la liberté des femmes. Ça, on le verra. Il faut les juger sur l'acte. Mais peut-être qu'on va assister à quelque chose de tout à fait nouveau qu'on ne connaît pas bien. Et ça sera peut-être le printemps arabe pour le coup. Non, mais bon, le printemps arabe, pour non, moi... Je sais que vous n'aimez pas. Non, mais ce pourquoi j'aime pas, c'est parce que ce qu'on appelle révolution, pour moi, ce reste encore des soulèvements. Il faut voir ce qui va se passer. Soulèvements sociaux. Oui, exactement. Mais vous savez, on disait la même chose de Erdogan en Turquie. On disait, attention, maintenant, tout ça est à suivre. Tout ça est à suivre. On quitte sur plein de suspense. Dieu demain, tout ça, on ne sait pas. Le Parti chrétien-démocrate, votre candidature ou pas, on ne sait pas. Elle sera là, ma candidature. Monsieur Prasquier, votre conférence importante du CRIF, qu'on rappelle le 20 novembre. Monsieur Ramadan, je renvoie à votre livre, L'islam et le réveil arabe, aux éditions de l'Arche du Châtelet, pardon. Et ça sort bientôt, je crois, le 9 novembre. Et Dieu. Moi j'adore, et Dieu, simplement. Quel prétentieux Frédéric Loire. Dieu. Avec Marie Drucker. On a cherché tout ce qui est assez agréable. Il y avait déjà... Oui, tout ce qui est assez agréable. Oui. Écoutez, merci.